Bonjour à tous et bienvenue. Avant de démarrer le live show, on se retrouve en coulisses dans la régie d'une véritable émission télé. Autour de moi, tout le monde est prêt. Les équipes, les caméras, les machines, le réalisateur également. Chacun est à son poste. Nous sommes en direct. Allez, je vous propose de démarrer le live show d'Engie Solutions. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau du live show. Je suis ravie d'être aux manettes de cette émission proposée par Engie Solutions. Nous sommes en direct dans un studio télé pour parler chaleur durable. Nous sommes ensemble pour 1h30. Vous allez découvrir beaucoup d'actualités, d'innovations également. Et puis nous vous donnerons les résultats de la concertation citoyenne lancée par Engie Solutions en partenariat avec la plateforme make.org. Le live show, c'est parti. Et pour se mettre en énergie, je vous propose d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de Yann Rolland. Bonjour Yann. Bonjour Dorothée. Vous êtes le directeur général délégué d'Engie Solutions France et j'imagine que ce rendez-vous du live show est un moment très attendu. Oui, tout à fait. Alors, je vous dis bonjour, j'oublie pas quand même de saluer en ce matin nos parties prenantes, nos clients, nos partenaires, et puis un petit bonjour tout particulier à nos équipes qui nous regardent ce matin. C'est un moment très particulier, effectivement, parce que ces réseaux de chaleur, c'est tellement pas connu aujourd'hui, alors que c'est une solution tellement favorable à l'environnement. C'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas plus souvent. Alors, on peut dire que plus que jamais, Engie Solutions est au cœur des enjeux énergétiques. Ah oui, effectivement, le gouvernement a fixé finalement une trajectoire extrêmement ambitieuse. Le gouvernement et la société d'ailleurs. La neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, il n'y a que deux chemins finalement, mais qui se rencontrent pour avoir cette neutralité carbone en 2050. Consommer moins et consommer plus vert. Et finalement, la première source de consommation d'énergie en France, et c'est pas connu, c'est la chaleur. C'est 43% de la consommation d'énergie consommée par les Français. Et consommer moins et consommer plus vert, c'est le métier d'Engie Solutions. Alors, vous êtes également, Yann, le président de la FEDEN des réseaux de chaleur et de froid. C'est la Fédération des services énergie et à l'environnement. Quels sont les grands enjeux de la FEDEN ? Alors, la FEDEN, réseau de chaleur et réseau de froid, aujourd'hui, c'est des entreprises, des grandes et les plus petites, qui gèrent 900 réseaux de chaleur en France. 900 réseaux de chaleur qui alimentent des grandes villes, des petites villes, des moyennes villes. Voilà, on est absolument partout en France. Et ces réseaux de chaleur, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus verts que toutes les autres solutions. On l'oublie souvent, mais cette chaleur des Français, donc la première source de consommation d'énergie, elle est carbonée, à quasiment 75%. Et un réseau de chaleur, c'est vert à 66%. Donc c'est beaucoup plus vertueux. Donc notre métier, c'est d'apporter cette chaleur verte aux Français. Et pour que la France soit en neutralité carbone en 2050, il va nous falloir beaucoup plus de réseaux de chaleur, distribuer 3 fois plus de chaleur d'ici à 2035 via des réseaux de chaleur, et puis il nous faudra des réseaux de chaleur encore plus verts qu'aujourd'hui, passer des 66% aux 80%, donc c'est très vertueux, c'est un métier qui est très réconfortant pour chacune et chacun d'entre nous, on contribue au verdissement des énergies des Français. Très gratifiant, effectivement, et on va y revenir. Alors revenons sur Engie Solutions maintenant. Quelques mots pour présenter sa carte d'identité. Alors, je vais commencer par nos équipes pour parler de nous. On est 16 000. 16 000 sur le territoire français, donc en métropole et en outre-mer. Et je pense à nos collègues de Polynésie et de Calédonie. Ils sont 2000 au fin fond du Pacifique, là-bas, tout loin, à 24 heures d'avion d'ici. Donc 16 000 collaborateurs qui concilient finalement deux grandes forces. L'expertise, on est des experts
dans le métier de l'efficacité énergétique, donc consommer moins, des experts dans le monde des réseaux de chaleur et des réseaux de froid, mais des experts aussi pour aider les industriels à décarboner leurs énergies. Nos 3 principaux clients, finalement. Et cette expertise, on la met au service de tous, mais on la met au service de tous en proximité. Donc on est un peu partout, et c'est ça vraiment nos 2 grandes forces, expertise et proximité. Et pour parler plus spécifiquement des réseaux de chaleur, parce que c'est un peu le sujet du jour, on gère en France 160 réseaux de chaleur, et nous sommes les leaders du marché avec ces 160 réseaux de chaleur. Et vous intervenez sur un marché qui ne cesse d'évoluer. Alors, c'est incroyable. J'ai une longue carrière derrière moi maintenant. Une telle croissance, un tel potentiel de croissance, c'est vraiment très nouveau. Et on comprend pourquoi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Cette neutralité carbone, elle passera aussi par le développement des réseaux de chaleur. Et ça, c'est vraiment une perspective extrêmement encourageante pour toutes nos équipes et tous nos collègues de toutes les entreprises qui travaillent dans ces métiers. Et puis on est très présents, je l'ai dit, on est les leaders. On gère aujourd'hui quasiment 40% du marché français des réseaux de chaleur, des réseaux de froid. On gère le plus grand réseau d'Europe, à Paris. On en gère partout en France, en banlieue parisienne, dans des grandes villes françaises, à Cannes, sur la Croisette, très bientôt. Et puis j'étais hier, et j'en suis très fier, à Pleyel, où nous avons construit une géothermie pour alimenter le village des athlètes en chaud et en froid. Alors pour cet été, ce sera surtout en froid. Et je vous propose maintenant de revenir sur quelques projets emblématiques en images. C'est notre Zapping Press. Voilà pour ces projets marquants récents. Alors, l'actualité parle souvent des réseaux de chaleur, de leurs avantages environnementaux sur tout le territoire, mais aussi d'autres bénéfices comme leur rôle sociétal et leur action positive sur la communauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Yann ? Avec grand plaisir. Les Français, la plupart d'entre eux, se chauffent avec du gaz ou de l'électricité ou du fioul, mais tout ça, ça vient de très loin, notamment le gaz et le fioul. Ça vient de pays qui sont très loin de nous, donc c'est une énergie qui n'est pas locale. Nos réseaux de chaleur, même si on est un peu petit dans cet environnement de la chaleur encore, mais on va grandir, ils utilisent principalement de l'énergie locale. On va chercher la chaleur du sous-sol, c'est de la géothermie. On va chercher la chaleur que libèrent les incinérateurs, c'est une chaleur qui était perdue. On va chercher la chaleur des industriels. On va chercher la chaleur de la biomasse, alors je parle de déchets forestiers principalement. Tout ça, c'est une énergie très locale, c'est tout près de chez nous. Et c'est quand même mieux de se chauffer avec de l'énergie qui vient de chez nous, plutôt que de celle qui vient d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un point fort, finalement, pour l'environnement. Et puis c'est un point fort aussi pour l'emploi local, parce que, voilà, ces énergies locales, il faut bien des équipes pour les produire. Et ça, c'est du travail à proximité de nos installations, partout sur le territoire. Donc je crois qu'effectivement, les réseaux de chaleur ont un rôle sociétal qu'ils remplissent à plein. Et puis, vous l'avez compris, en plus, on va se développer. Alors Yann Rolland, la saison de chauffe se termine. Comment s'est-elle passée ? Quels ont été les grands rendez-vous de cette année, qu'ils soient réussis ou moins réussis ? Alors, Dorothée, c'est une très bonne question, mais elle arrive trop tôt. Ah oui. Cette semaine, vu la température qu'il fait, on avait prévu de s'arrêter il y a une dizaine de jours, quasiment. Oui. On avait les 30 degrés partout en France. Mais là, on est redescendu sur des températures hivernales. Donc la saison de chauffe, Dorothée, elle n'est pas finie. Elle est pas donc difficile de faire encore une conclusion. Mais écoutez, s'il continue à faire froid encore pendant quelques semaines, ce sera une bonne saison. On le disait, il y a quelques semaines, vous avez lancé une concertation citoyenne. Pour quelles raisons et qu'en attendiez-vous ? Écoutez, quand on parle des réseaux de chaleur, mais posez la question d'ailleurs dans votre environnement. Moi, je l'ai fait quand j'ai rejoint cette activité. Un réseau de chaleur, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. C'est vrai. Et c'est quand même bien dommage parce que
Je vous l'ai dit, c'est local, c'est un peu moins cher en plus que les autres énergies, c'est plus vert que les autres énergies, donc ça nous aide à nous décarboner, c'est bon pour la planète, et puis finalement, personne ne sait ce que c'est, et ça me désespère un peu, cette histoire-là. Donc il faut qu'on progresse, il faut qu'on fasse partager ce qu'est un réseau de chaleur. Donc voilà, on est parti interroger pour savoir ce qu'il fallait faire, quels étaient les moyens finalement de mieux faire connaître les vertus de ces réseaux de chaleur. Et les résultats sont maintenant officiels. Avant de vous les révéler, voici quelques données significatives. 75 000 visiteurs sont arrivés sur la plateforme, des centaines de commentaires, de multiples propositions. On voit aussi que le sujet est insuffisamment connu, vous le disiez, et qu'il subsiste encore quelques craintes. Quelle est votre réaction, Yann ? Alors, déjà, moi, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est de la satisfaction. 75 000 qui sont venus finalement sur le site visiter et répondre aux questions qu'on a posées. Déjà, c'est un premier succès. Et s'il y a des craintes, j'allais dire, tant mieux. Je pense qu'on a tous les arguments pour les lever. Donc, j'ai hâte de connaître le détail finalement de ce retour, que nous puissions y répondre, parce que je suis tellement convaincu des vertus des réseaux de chaleur. C'est tellement plus vert que les autres sources de chaleur pour les Français, et puis c'est tellement local, vivement qu'on y réponde. Et c'est aussi l'objet de cette émission, vous aider à y voir plus clair sur la chaleur durable. Merci beaucoup Yann Rolland. Merci Dorothée. On aura le plaisir de vous retrouver en fin d'émission, mais avant cela, revenons sur cette concertation citoyenne qui nous montre, on disait que le sujet des réseaux de chaleur n'est pas encore suffisamment connu. On a voulu vérifier. Notre super reporter Ali Matou est allé à votre rencontre sur le parvis de la Défense pour tester vos connaissances. C'est l'interro surprise. Connaissez-vous votre mode de chauffage ? Oui, électrique. Chaudière à gaz. Pompe à chaleur. Est-ce que vous connaissez le DPE ? Non. Non. C'est pas indice de performance énergétique. On a quelque chose Super, et ça renseigne sur quoi ? Sur la qualité de son logement, savoir s'il est plus ou moins bien isolé. Et est-ce que vous connaissez les réseaux de chaleur ? Pas très bien, non. Même D'accord. pas du tout. Rien. Rien du tout, rien. Ah là, c'est le néant là. Oui, bah oui, pour dire de... Ah oui, vous connaissez ? Comment ça fonctionne ? Les panneaux solaires, non, je rigole. Non. Bonjour. Il est au téléphone. Il n'a pas de temps pour les réseaux de chaleur. Vous le croyez ? Mayday. Madame, excusez-moi. Vous connaissez les réseaux de chaleur ? Oui, je connais. Le chauffage urbain, des choses comme ça. Le réseau de chaleur urbain, effectivement. Vous pouvez me dire comment ça fonctionne, s'il vous plaît ? Ah oui, le sujet est urgent là. Je crois que ça fonctionne. C'est des gros tuyaux qui chauffent, mais je sais pas trop exactement. Je sais le nom, mais je sais pas la technicité de la chose. Ce sont des gros tuyaux souterrains qui passent sous votre bâtiment et qui transportent de la chaleur produite par une chaufferie et qui permettent d'alimenter votre bâtiment ainsi que différents bâtiments de votre quartier, par exemple. Voilà. C'est dans la boîte. Merci beaucoup Ali Matou pour ce micro-trottoir. Nous allons continuer à parler des réseaux de chaleur urbains. Qu'est-ce que c'est précisément ? Quels sont les bénéfices ? Réponse avec les deux experts que j'ai le plaisir d'accueillir. Et je suis ravie d'être accompagnée par deux experts de la transition énergétique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Florence Lévy, vous êtes responsable de France Chaleur Urbaine. Mathieu Bonvoisin, vous êtes directeur du territoire Nord-Est Engie Solutions. Alors Mathieu, une réaction au micro-trottoir qu'on vient de voir ? Oui, outre le format un petit peu fun et rafraîchissant, je pense qu'il y a deux messages qui sont dans ce micro-trottoir. D'abord, ceux qui connaissent les réseaux de chaleur sont très satisfaits par leur utilisation. Voilà, c'est le premier sujet. Et deuxième élément qu'on peut voir, c'est quand même une forte méconnaissance de ces réseaux de chaleur. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là pour en parler. Effectivement. Alors Florence Lévy, quelle est la place des réseaux de chaleur dans la transition énergétique ?
Alors, un certain nombre d'éléments ont déjà été apportés par Yann Rolland. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les émissions de gaz à effet de serre en France sont pour 20% liées au secteur du bâtiment. Et au sein des bâtiments, la principale source d'émissions, c'est le chauffage. Donc, pour réduire ces émissions, il y a différents leviers qui peuvent être activés. Il y a notamment toutes les actions de rénovation énergétique, de sobriété énergétique qui permettent de réduire les consommations et les émissions associées. Et puis, il va falloir également remplacer les chaudières gaz ou fioul, qui sont fortement émettrices en gaz à effet de serre, par des modes de chauffage moins carbonés. Donc, tout le monde connaît les pompes à chaleur, mais les réseaux de chaleur, qui sont malheureusement encore moins connus pour le moment en France, peuvent aussi remplacer ces chaudières gaz et fioul. Ils sont alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération locale, et ils émettent en moyenne 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un chauffage au gaz et 3 fois moins qu'un chauffage au fioul. Et donc, le gouvernement fixe des objectifs ambitieux pour ces réseaux qui ont été évoqués par Yann Rolland, avec notamment un triplement des livraisons de chaleur attendues en 2035, ce qui correspond à plus de 300 000 logements à raccorder chaque année au réseau de chaleur. Et alors justement, comment se traduit l'engagement de l'État dans cette dynamique ? Alors, il y a différents dispositifs de soutien qui sont mis en place. Il y a bien sûr du soutien financier. Pour la chaleur renouvelable, le principal dispositif, c'est le fonds chaleur qui est opéré par l'ADEME, qui s'adresse aux collectivités, aux entreprises et qui permet notamment de financer toutes les études et investissements pour la création de réseaux de chaleur, leur développement, leur verdissement. Ce fonds chaleur, il était de 350 millions d'euros en 2021. Aujourd'hui, en 2024, il est de 820 millions d'euros. Donc, il a fortement augmenté pour accompagner ce déploiement de la chaleur renouvelable. Et puis, il y a aussi des aides financières qui permettent de réduire les coûts de raccordement, donc pour les bâtiments qui souhaitent se raccorder. Et la principale aide à ce titre, c'est le coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. Donc, il y a une aide au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros par bâtiment, donc qui permet de réduire considérablement les coûts de raccordement. Il y a aussi des dispositifs qui ne sont pas financiers, notamment une procédure qu'on appelle le classement des réseaux de chaleur, qui concerne tous les réseaux majoritairement alimentés par des énergies renouvelables. Le classement, il permet d'imposer des obligations de raccordement aux réseaux de chaleur pour certains bâtiments dans une certaine zone autour de ces réseaux classés. Et puis, il y a différents outils, services qui sont mis en place par l'État aussi pour accompagner cette dynamique, et notamment France Chaleur Urbaine. Et justement, alors, dans cet engagement, quelle est la mission ou les missions de France Chaleur Urbaine ? Alors, France Chaleur Urbaine, c'est un service du ministère de la Transition écologique qui vise à faciliter et accélérer les raccordements au réseau de chaleur. Donc, sur France Chaleur Urbaine, n'importe qui peut aller renseigner son adresse et vérifier s'il y a un réseau de chaleur qui passe à proximité de chez elle. Et elle peut déposer ses coordonnées pour que nous la mettions en relation avec le gestionnaire du réseau pour se raccorder. On simplifie ainsi les démarches puisqu'on sait que les différents réseaux ont différentes caractéristiques, différents gestionnaires, donc il peut être un peu difficile de s'y retrouver autrement. Sur France Chaleur Urbaine, on diffuse aussi beaucoup d'informations qu'on essaie de rendre la plus pédagogique, la plus accessible possible pour le grand public. On diffuse des données fiables plus pour les professionnels, notamment les bureaux d'études. Donc ça passe en particulier par notre cartographie, puisqu'on porte la carte nationale des réseaux de chaleur et de froid. Et puis, on accompagne les collectivités, les opérateurs dans la valorisation de leur réseau. On met des outils à leur disposition et on mène avec eux des campagnes de communication pour essayer de faire connaître largement ces réseaux de chaleur. Et dernière chose, France Chaleur Urbaine, c'est ce qu'on appelle une start-up d'État. Et donc, le côté start-up, c'est que c'est un service qui évolue en permanence pour essayer de répondre aux besoins qui sont exprimés par ses usagers et pour avoir ainsi un impact croissant. Et alors justement, est-ce que ce travail de pédagogie commence-t-il à porter ses fruits auprès des citoyens ? Alors, de façon globale, je pense qu'on observe quand même une vraie prise de conscience sur les enjeux écologiques aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup à faire. Et la concertation qui a été lancée par Engie le montre. Je pense qu'on a pu, enfin vous y reviendrez, mais il y a un certain nombre d'idées reçues qui circulent encore sur les énergies renouvelables en général et les réseaux de chaleur en particulier. Donc il y a beaucoup à faire et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'être tous ensemble, donc l'État, les collectivités, les différents opérateurs, pour travailler tous en ce sens et faire comprendre les enjeux et les atouts des réseaux de chaleur au grand public et à l'ensemble des acteurs concernés. Et oui, merci Florence, vous le disiez, nous sommes vraiment au cœur des enjeux de cette concertation citoyenne d'Engie Solutions. Nous répondrons au fur et à mesure à d'autres préoccupations qui en sont ressorties. On commence tout de suite avec la première thématique. Le réseau de chaleur urbain, vous connaissez. Alors en synthèse, on note un attrait notable pour ces réseaux malgré leur complexité
et en même temps une méconnaissance du sujet et de ses impacts, la peur de perdre son autonomie sur la gestion de son chauffage et la peur de payer pour la consommation de ses voisins. Mathieu, que pensez-vous de cette première tendance ? Alors d'abord, le premier élément, c'est que les réseaux de chaleur sont une technologie, des solutions consolidées. Donc on a des retours d'expérience. Donc nos consommateurs, nos clients, nous font des retours pour nous dire ce qu'ils en pensent. Il y a 3 éléments qui paraissent et qui sont assez significatifs. Le premier, ce sont des systèmes fiables. Deuxième, ce sont des systèmes économiques. Et le troisième, c'est qu'ils sont écologiques. Alors je vais un petit peu revenir sur les 3 éléments. Sur la fiabilité, un réseau de chaleur, c'est comme un réseau électrique. C'est comme un réseau d'eau potable. Le matin, quand vous allumez la lumière, vous ne vous posez pas la question, est-ce que vous allez avoir l'électricité ? L'eau potable, pareil, vous ouvrez votre robinet, et il y a de l'eau qui sort. Le réseau de chaleur, c'est un réseau, comme le réseau électrique et le réseau d'eau potable, extrêmement robuste. A contrario, chez vous, qui n'a pas expérimenté chez soi, à un moment dans sa vie, une douche froide, parce que c'est terrible. Se laver les cheveux à l'eau froide, on c'est terrible. Voilà. Bon, écoutez, c'est exactement ça. On passe d'un système qui est une infrastructure à un système individuel qui a moins de redondance, moins de fiabilité. Et donc la première caractéristique des réseaux de chaleur, je veux le dire, c'est la fiabilité. La deuxième, c'est le fait qu'il soit économique. Et je pense que la crise en Ukraine, la crise énergétique qui en a découlé, a vraiment mis en exergue cette économicité des réseaux de chaleur. Pourquoi ? Parce qu'un réseau de chaleur, c'est un mix énergétique. C'est un panel de systèmes de production derrière qui sont décarbonés, qui ne sont pas liés au prix des énergies fossiles. Et ce que nous avons pu voir dans cette crise énergétique, c'est que d'une part, nous avions une crise sur le prix, on a vu une très forte volatilité sur le prix des énergies fossiles, mais aussi des risques sur les quantités. Grâce à un système, un mix énergétique, un système de production qui est varié, les réseaux de chaleur offrent aux abonnés une certaine pérennité, une certaine solidité sur ce prix dans le temps. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, on en parlera, Yann Rolland l'a cité plusieurs fois, c'est le côté écologique des réseaux de chaleur. On fait un réseau de chaleur, l'État fait des réseaux de chaleur, nous faisons tous des réseaux de chaleur parce que c'est écologique et parce que nous décarbonons massivement. Et justement, une des préoccupations partagées par les citoyens porte sur les réels bénéfices de ces réseaux. Est-ce vraiment une solution décarbonée ? C'est une solution totalement décarbonée, on l'a cité plusieurs fois aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment important d'imaginer que la solution de substitution au réseau de chaleur, ce sont des solutions carbonées. On l'a dit, on le répétera, le réseau de chaleur, lui, il va essayer de valoriser des énergies qui seraient gaspillées. Alors on peut en prendre plusieurs énergies, mais on part des énergies du sous-sol, c'est la géothermie, on va parler des énergies du soleil, l'équivalent du photovoltaïque électrique, c'est le solaire thermique. On va utiliser l'énergie du bois déchet, voilà, pas les forêts, mais vraiment ce bois qui est perdu, on va le valoriser. Et on va aussi valoriser l'énergie qui vient des humains. On oublie souvent que nous, dans nos consommations, surtout celles des industriels, mais aussi nos consommations particulières, nous dépensons de l'énergie, nous la gaspillons, et cette énergie, nous sommes aujourd'hui capables de la récupérer et de la réinjecter dans des réseaux de chaleur. Et donc, un réseau de chaleur, pourquoi c'est écologique ? Parce qu'on essaie majoritairement d'y insérer des énergies qui auraient été gaspillées et qui donc demain, ne vont plus être utilisés, ne vont plus être gaspillés. C'est ça qui rend les réseaux de chaleur très écologiques. C'est très clair. Quand on parle de réseaux de chaleur urbains, on parle donc indirectement de solutions de décarbonation pour nos villes et pour nos territoires. On va entrer dans le concret. Mathieu, on a envie de comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, un réseau de chaleur ? Alors, on va voir un petit film en même temps. Voilà, comme ça, on se fera une petite idée. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de chaleur ? D'abord, ça alimente à la fois des particuliers, des quartiers, des villes ou même des agglomérations. C'est ça, comme ça, un réseau de chaleur. Alors, concrètement, d'abord, au centre d'un réseau de chaleur, vous avez une chaufferie. Voilà. C'est un centre de production qui lui-même va alimenter via des canalisations d'eau, au départ, ce sont plutôt des canalisations d'eau chaude, des bâtiments. Et chaque bâtiment, chaque appartement, lui-même va être alimenté grâce à ce réseau. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va substituer des tas de petites chaudières individuelles par un système de production qui va être décarboné, qui va être à base, comme on l'a dit, ou de biomasse, ou de géothermie, ou de tout autre système de production.
Deuxième principe, c'est que c'est un système à boucle fermée, parce qu'on voit toutes ces canalisations d'eau, on peut se dire, mais cette eau, où est-ce qu'elle va, où elle part? En fait, elle part de votre centrale, elle va arriver à vos installations, chez vous, et elle va repartir. Alors, entre les deux, elle aura légèrement perdu de calories, voilà, parce qu'il faut vous chauffer, mais c'est bien un système à boucle fermée qui ne perd pas d'énergie, voilà, qui ne perd pas d'eau. Et comme on l'a dit, c'est un système qui est extrêmement décarbonant. Aujourd'hui, les nouveaux réseaux de chaleur qui sortent ont entre 80 à 90% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Alors pour être encore plus concret, merci en tout cas pour cette explication, c'était très clair. Dans quelques secondes, nous serons en duplex avec la commune de Pont-à-Mousson dans le Grand Est, un super exemple de décarbonation également, Mathieu. Oui, alors Pont-à-Mousson, on verra Monsieur le maire et toutes les équipes, je pense que c'est un excellent exemple, d'abord parce que c'est un réseau extrêmement vertueux. C'est un des premiers réseaux en France qui a utilisé du biogaz. Aujourd'hui, on a un mix à la fois avec du biogaz et de la biomasse. C'est un réseau qui vit. Alors, ce qui est beau dans un réseau, c'est que c'est une vraie infrastructure. On a un peu tendance à penser que c'est statique, mais au contraire, ça vit. Et le réseau de Pont-à-Mousson est un réseau qui est extrêmement dynamique, qui s'étend. Voilà, on est passé d'une rive à l'autre, assez récemment au VRSA. Et on est au cœur d'une région, la Meurthe-et-Moselle, ou enfin d'un territoire qui lui-même est extrêmement vertueux. Et ces trois exemples font qu'on a envie de voir de se multiplier des exemples comme celui de Pont-à-Mousson. Et on a envie d'en savoir plus. Alors je vous propose justement de retrouver Élodie Cochon, notre correspondante sur place. Bonjour Élodie, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bonjour Dorothée, bonjour à tous. Je suis effectivement à Pont-à-Mousson en compagnie de Rémi Bigot, responsable de département exploitation réseau de chaleur et actifs industriels. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur le maire de Pont-à-Mousson, Monsieur Henri Lemoine. Monsieur le maire, pouvez-vous nous en dire plus sur là où nous sommes aujourd'hui et pouvez-vous nous présenter ce projet ? Alors nous sommes à cet instant dans une chaufferie bois qui vient d'être construite, qui est en construction encore. Donc je voudrais vous saluer toutes et tous tout d'abord. Vous souhaitez la bienvenue par la vidéo à Pont-à-Mousson. Nous sommes dans une chaufferie bois qui va être accordée dans quelques semaines au réseau de chaleur. C'est un réseau de chaleur qui a vu le jour il y a presque 10 ans maintenant. Il a été conçu en tout cas il y a 10 ans. Il a été présenté lors de la COP21 à Paris en décembre 2015. Il est assez révolutionnaire parce que nous avons l'inconvénient, mais c'est une chance en l'occurrence, d'avoir un centre d'enfouissement de déchets à proximité de Pont-à-Mousson, à 5 km, même pas, du centre-ville. Et pendant de nombreuses années, on a chauffé des petits oiseaux avec des biogaz qui s'évaporaient, qui sortaient de ce centre d'enfouissement et qui étaient torchés. Et au lieu de chauffer des petits oiseaux, on souhaitait que l'on puisse récupérer cette chaleur. Et donc, on en a parlé un petit peu autour de nous et Engie est venu nous apporter une solution en nous disant on peut faire un réseau de chaleur, on va récupérer la chaleur fatale qui sort de ce centre d'enfouissement et puis on va chauffer de l'eau et on va venir irriguer un certain nombre de bâtiments de Pont-à-Mousson. Alors l'inconvénient également de Pont-à-Mousson, c'est qu'on est une ville qui est tenue entre des buts témoins et des côtes de Moselle et on est coupé par deux axes. La Moselle, qui est un très beau fleuve, mais qui coupe la ville en deux, et puis la voie ferrée. Et donc nous avons dans un premier temps réalisé un réseau de chaleur sur la rive droite de la Moselle. Il alimente à la fois un EHPAD, il alimente des écoles, il alimente la piscine, un certain nombre d'établissements publics et puis des logements, à peu près 1 millier de logements collectifs. Et donc ça s'est bien passé, très bien passé, mais il y avait encore des gaz qui n'étaient pas utilisés. Et puis, il y avait le reste de la vie à la porte. Pourquoi eux et pas nous ? Et une fois que le droite a été à peu près saturé, on en a reparlé avec Engie, qui nous a trouvé une solution difficile à mettre en œuvre, de passer sous la Moselle, en fonçage, dirigé, pour venir alimenter la rive gauche. Et donc, c'est ce qui a été fait au printemps dernier. Là aussi, c'était une solution innovante et qui s'est très bien passée, qui a été très très vite, un peu trop vite d'ailleurs, parce que je suis arrivé quand c'était terminé. Mais en tout cas, ça s'est très très bien passé. Et donc, à partir de la saison de chauffe prochaine, eh bien, on va pouvoir alimenter un certain nombre d'autres établissements de la rive gauche, donc le commissariat, un autre EHPAD et puis l'hôpital. C'est important et c'est intéressant également pour le producteur parce que c'est une chaleur constante. On chauffe également le
l'hôpital en plein été. Il y a beaucoup d'établissements publics, des écoles, la médiathèque, etc. Et puis quelques bâtiments d'habitation, un hôtel qui va être raccordé prochainement. Et donc aujourd'hui, on a pratiquement l'intégralité de la ville qui sera, dans quelques mois en tout cas, qui sera reliée à ce réseau de chaleur. Merci, monsieur le maire. Rémi, quelles solutions ont été apportées pour répondre aux besoins de la collectivité ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire, je suis ravi d'être avec vous en compagnie de monsieur le maire, d'Élodie. Ça fait 1 an que j'ai la chance de suivre ce beau projet de décarbonation sur la ville de Pont-à-Mousson. Alors, il faut savoir que ce réseau, comme l'a expliqué monsieur le maire, initialement, il est alimenté principalement par de la chaleur qui provient d'un site de stockage des déchets à quelques kilomètres d'ici. Et demain, dans le cadre de ce projet, cette chaleur, elle sera complétée par de la chaleur issue du bois pour atteindre 85% de mix énergétique d'énergie renouvelable. Alors, ce projet, il commence par la création de cette chaufferie bois où nous sommes aujourd'hui, 3,2 MW de puissance bois qui est en cours d'installation. Toutes les équipes d'Engie, les sous-traitants, tout le monde est mobilisé à pied d'œuvre pour livrer les premiers mégawattheures d'ici quelques mois au début de la prochaine saison de chauffe. Alors, on va regarder ensemble comment fonctionne cette installation. C'est assez simple, on va suivre le parcours du bois. Donc le bois arrive ici, où nous sommes, c'est le silo qui a une autonomie de 4 jours par grand froid. Il arrive, ce bois, sous forme de bois déchiqueté. C'est des petits morceaux de bois de 7-8 cm de longueur. Et puis il est acheminé vers le fond du bâtiment pour aller vers la chaudière et être brûlé et produire de la chaleur, de l'eau chaude à 90-95 degrés. À noter aussi, on attache une intention particulière pour le respect de l'environnement. On a donc une batterie de filtres qui nous permet de respecter les valeurs limites de rejet d'émissions atmosphériques. Et donc cette chaleur, pour revenir à la chaleur, elle est distribuée aux abonnés via le réseau de chaleur. Monsieur le maire l'a expliqué, initialement ce réseau c'était 15 abonnés, 6,5 km de longueur exclusivement sur la rive droite. Et en concertation et en partenariat avec la ville, demain ce réseau c'est 13 km et une 50aine d'abonnés raccordés. Donc effectivement il y a une opération d'envergure qui est le passage sous la Moselle. Et on arrive aujourd'hui à la fin de ces travaux de réseau de chaleur pour terminer l'installation d'ici quelques mois et alimenter l'ensemble des futurs abonnés qui sont impatients de pouvoir utiliser de la chaleur décarbonée. Merci Rémi. Monsieur le maire, concrètement, quels sont les bénéfices de ce projet ? Alors les bénéfices, ils sont déjà environnementaux, puisqu'on utilise de la chaleur fatale dans un premier temps. Dans un second temps, avec cette chaufferie, on va utiliser du bois que l'on a à profusion aujourd'hui dans un rayon de 20 km autour de Pont-à-Mousson. Donc c'est intéressant. Par ailleurs, en matière de coût, on avait bien vu que ça pouvait faire baisser la facture d'énergie d'à peu près 15-20%. Et puis avec l'augmentation des coûts et la crise de l'énergie, ça a été renchéri. Ça permet d'avoir des prix qui sont stables dans le temps. Et donc les personnes qui sont reliées au réseau vont payer moins cher. Et puis il y a aussi une autre économie, c'est qu'il n'y a plus de chaudière. Et donc les frais d'entretien des installations sont moindres également. Donc il y a quand même beaucoup d'intérêt à avoir ce genre d'installation. Très bien. Rémi, monsieur le maire évoquait l'extension du réseau de chaleur. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment les équipes ont œuvré pour réaliser le passage sous la Moselle ? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement un chantier pharaonique. On va voir une petite vidéo pour expliquer un petit peu le fonctionnement du réseau, donc de cette opération. Donc, vous voyez beaucoup de moyens humains et matériels qui ont été mobilisés. 11 mois, 6 mois de préparation, 5 mois de chantier. Et donc, on voit qu'une fois qu'on a fait le forage, 300 mètres sous la Moselle, 25 mètres de profondeur, on a dû passer ce tuyau, 50 tonnes, puisqu'il est lesté avec de l'eau. Et donc c'est une opération assez complexe qui a mobilisé beaucoup de monde. On s'attendait à une opération qui dure une 12aine d'heures, mais les équipes d'Engie qui ont entièrement pensé, piloté cette installation, d'ailleurs je les salue, toute l'équipe travaux qui a travaillé sur cette belle opération, ils ont eu la possibilité de bien préparer ce chantier grâce aussi à la mairie de Pont-à-Mousson. Et ce chantier s'est bien déroulé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, monsieur le maire aime bien suivre l'avancement du chantier, que ça soit le réseau, la chaufferie, et il avait l'intention de venir assister au passage sous la Moselle. Et quand il est arrivé sur le chantier, c'était fini, on l'a accueilli et le tuyau était déjà sur l'autre rive de la Moselle.
Alors en effet, les images sont impressionnantes. Dorothée, sur le plateau, voulait vous poser une question, monsieur le maire, concernant ces travaux hors du commun qui ont été menés. Oui, merci Élodie. Effectivement, nous venons de voir que ce sont des travaux gigantesques. Rémi a évoqué quelques anecdotes de parcours. De votre côté, monsieur le maire, avez-vous des exemples de situations complexes ou assez exceptionnelles à l'échelle de votre ville ? Alors, un chantier comme celui-là qui... alors, à la fois le passage sous la Moselle, mais également le fonçage de nombreuses rues, c'est quelque chose de lourd à supporter. Un peu pour nous, mais également, surtout pour les populations. Et donc, il y a eu de nombreuses artères de Pont-à-Mousson qui ont été creusées. L'important, c'est de bien pouvoir travailler en partenariat avec l'entreprise, avec Engie, pour faire en sorte de canaliser ces travaux et de les concentrer sur les périodes de vacances scolaires, notamment, où il y a beaucoup moins de circulation. Et puis alors, nous avions l'année dernière, en plein été, qui était une période de vacances scolaires, donc, où vous auriez pu avancer très très vite, eh bien, nous avions un événement important qui était la semaine fédérale cyclo, où il y avait à peu près 6000 cyclotouristes qui venaient pendant une semaine et demie sur Pont-à-Mousson. Et là, pas question de faire des travaux. Donc il a fallu reboucher, il a fallu essayer de faire avec, et ça s'est très très bien passé. Et puis, alors, vous avez eu également des déconvenues, parce que Pont-à-Mousson est une ville qui a un passé historique important, et vous avez été confronté à des vestiges archéologiques, et puis à une surveillance particulièrement drastique de la part de la DRAC. Et ça aussi, ça a renchéri le projet, et de temps en temps, c'était un petit peu un casse-tête. Mais bon, après, avec le recul, on voit ça, on vit ça avec le sourire. Rémi, je te laisse le mot de la fin. Que retenir de ce projet ? Alors effectivement, comme l'a expliqué monsieur le maire, ce projet, il a connu des difficultés et puis des bons moments, mais au global, je voudrais remercier monsieur le maire ainsi que toute l'équipe municipale de la ville de Pont-à-Mousson qui nous ont permis de réaliser ce chantier dans de bonnes conditions, qui nous font confiance et qui nous feront confiance pour les années à venir et pouvoir travailler ensemble sur l'exploitation de ces nouvelles installations. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des équipes Engie Solutions qui ont travaillé sur ce projet, au commerce, aux travaux, tous ceux qui ont permis de rendre ce projet possible. Et d'ailleurs, sur l'ensemble de nos projets sur lesquels nous travaillons actuellement, on est tous mobilisés, tous passionnés par ce beau métier du réseau de chaleur. Et je voudrais terminer avec un chiffre. On a parlé de beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais il y a un chiffre important à retenir, c'est 60 000 tonnes de CO2 évitées. C'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui sur le périmètre lorrain avec nos réseaux de chaleur Engie Solutions, et ça correspond à la consommation de 6 000 Français sur une année, et ça c'est pas rien, ça c'est très motivant, c'est quelque chose qui nous motive le matin pour nous lever, pour l'ensemble de nos collaborateurs, travailler dans cet esprit de décarbonation et lutter contre le réchauffement climatique. Ça c'est un point important à noter, et on est vraiment très fiers de ça. Eh bien, on va conclure sur ces belles paroles. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci Rémi. Dorothée, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous trois et bravo pour cette initiative. Mathieu, on voit que c'est un très beau projet qui a été mené à bien. Oui, c'est un magnifique projet. On voudrait en faire autant comme ça. Et c'est un projet à la fois audacieux, décarbonant. Et voilà, c'est exactement ce qu'on veut faire chez Engie Solutions. Florence, c'est le type de projet également au cœur de vos engagements, de vos préoccupations ? Tout à fait, d'autant plus qu'ils permettent de récupérer de la chaleur qui était autrement perdue, ce qui constitue un vrai enjeu. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. On sait désormais ce qu'est concrètement un réseau de chaleur urbain. Intéressons-nous maintenant aux énergies. Quelle énergie verte utiliser pour se chauffer? Sont-elles toutes renouvelables? Pour y répondre, je suis ravie d'accueillir Harmonie-Edouard et Alexis Goldberg. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dorothée. Bienvenue. Harmonie-Edouard, vous êtes responsable de département d'exploitation chez Engie Solutions. Et Alexis Goldberg, vous êtes directeur commercial Engie Solutions France également.
on va parler avec vous des énergies renouvelables. Alors on a bien compris avec Florence et Mathieu qu'un réseau de chaleur urbain offre une chaleur vraiment durable à des prix raisonnables, mais c'est aussi une solution naturellement présente et apportée par la géographie du territoire. C'est bien ça, Alexis ? Absolument, Dorothée. Ces géographies, eh bien, elles sont toutes différentes. Elles ne se ressemblent pas. Et ce qui va être important, eh bien, c'est d'identifier les énergies renouvelables locales et les énergies de récupération qui sont générées par les territoires et qu'on va être en mesure d'utiliser. Je vous donne un exemple. Si vous avez en bordure de ville une usine de valorisation énergétique, donc c'est une usine d'incinération d'ordures ménagères qui va générer de la chaleur, eh bien, on aura tout intérêt à aller connecter cette usine pour récupérer cette chaleur. Et si celle-ci n'est pas suffisante, on va pouvoir étudier une autre possibilité, compléter cette énergie par une autre énergie locale qui serait présente, par exemple de la biomasse. Après, ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi des idées reçues sur ces énergies et ces géographies. Et je pense particulièrement au solaire thermique. On pourrait croire instinctivement qu'il n'y ait que le sud de la France qui soit éligible à cette énergie. Eh bien, en fait, c'est tout le contraire, puisque quasiment toute la France pourrait bénéficier de cette énergie. Et c'est une très bonne nouvelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet des énergies renouvelables, je voulais vous faire réagir un petit peu sur quelques commentaires collectés lors de la concertation citoyenne. On voit que les participants sont nombreux à souhaiter réduire l'impact de leur consommation énergétique. Ils montrent un réel intérêt pour tous ces sujets, tout en disant qu'ils ne parviennent pas trop à faire le tri. Harmonie, que leur répondez-vous ? Eh bien moi, je leur dirais que je suis d'accord avec leur ressenti. On a vu tout à l'heure que les réseaux de chaleur sont peu connus et donc on peut avoir du mal justement à démêler toutes ces informations. Néanmoins, nous, sur le terrain, on constate un réel intérêt qui grandit et on prend d'ailleurs plaisir à justement renseigner les citoyens qui viennent régulièrement nous voir sur nos installations pour les visiter de plus en plus. On a d'ailleurs quelques centaines de visiteurs sur nos sites de production, sur nos chantiers de forage pour nos géothermies. On est également beaucoup sollicité par les universités qui nous demandent d'intervenir sur les énergies renouvelables, sur notre métier. Et on est aussi de plus en plus sollicité par les étudiants sur des demandes de stage, mais aussi sur des assistants sur leurs sujets, leurs thématiques de mémoire. Donc l'intérêt collectif, en tout cas, grandit. Et enfin, on a des partenariats durables qui se mettent en place. On a, par exemple, un partenariat avec l'Office du tourisme de Paris-Vallée de la Marne. C'est un partenariat durable, vu qu'il date d'il y a 3 ans maintenant. Et il propose une visite par mois pour visiter un de nos sites de production. On voit donc qu'il y a un véritable engouement et en même temps, ces citoyens ont besoin d'être rassurés. Ils demandent par exemple des données scientifiques pour chaque source d'énergie, des études d'impact pour chaque projet. Ils veulent être certains du caractère écologique des réseaux de chaleur urbains dans les différentes situations. Certains commentaires remettent même en question l'aspect écologique de ces réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables. Alexis, nous l'avons dit tout à l'heure avec Laurence Lévy, on voit bien qu'il y a encore du travail de pédagogie à faire. Oui, il y a énormément de travail à réaliser. Alors pourquoi ? Parce que ces réseaux, ils ne sont pas visibles. Les chaufferies sont très bien intégrées dans le paysage urbain. Les canalisations sont enterrées dans la ville. Et le tout fonctionne très bien. Donc on en parle peu. Et le constat est là, oui, il faut démultiplier ces opérations de communication pour faire connaître cet outil, ce levier de transition énergétique. Maintenant, si on revient sur le caractère écologique de cette solution, en 10 ans, on a doublé le parc de réseaux de chaleur en France. On est passé de près de 400 à plus de 900. Dans cette période, on a aussi réussi à doubler la part du mix énergétique utilisé, d'énergie renouvelable utilisée dans ces réseaux de chaleur. Donc on est passé de près de 30% à plus de 66%. Et dans le même temps, on a divisé par 2 l'empreinte carbone de ces réseaux de chaleur. Donc vous voyez qu'il y a eu un travail important pour verdir ces installations. Et aujourd'hui, toutes ces informations, il y a eu des travaux conduits par des fédérations, par des syndicats, par des associations qui ont documenté ces données que vous pouvez retrouver dans des publications, par exemple,
de FEDEN, Réseau de Chaleur et Froid, d'Amorce, de la FNCCR, et puis de France Chaleur Urbaine, et également de Viaceva. Alors je vous propose, Alexis et Harmonie, de faire un petit état des lieux de ces énergies. Nous avons illustré les principales sources d'énergie renouvelable qui peuvent alimenter les réseaux de chaleur urbains. Rapidement, quelques mots sur chacune d'entre elles. La biomasse, tout d'abord. Harmonie. Alors la biomasse, on a vu que la biomasse, c'est l'utilisation de matières organiques par combustion pour produire de l'énergie. Alors dans notre métier, dans les réseaux de chaleur, on parle de bois énergie parce qu'on utilise du bois issu de tri, de filières de valorisation pour produire de l'énergie. Que dire sur la géothermie ? Alors la géothermie, pour la géothermie, on exploite la chaleur de la terre. Concrètement, on capte une eau qui est naturellement chaude et on injecte ces calories dans un réseau de chaleur. Alexis, quand on parle de thalassothermie, de quoi s'agit-il ? Eh bien là, c'est l'énergie thermique de la mer. Donc on va venir capter à la fois les frigories, le froid, et les calories, le chaud, pour alimenter directement un réseau de chaleur. Et on trouve des installations de ce type en France, par exemple à Marseille, où on opère une installation qui s'appelle Tassalia, et très prochainement, ça a été dit, à Cannes, où en fait on va rafraîchir et chauffer des bâtiments de la Croisette. Pas mal. Très chic. Et maintenant, la chaleur fatale, qu'est-ce que c'est ? Alors la chaleur fatale, c'est une chaleur qui est générée par tout un tas d'activités. Par exemple, ici on voit des data centers. Donc cette data, pour faire du calcul et pour stocker de la donnée, eh bien ça va générer de la chaleur. Et cette chaleur, on va la récupérer. On a du reste un réseau de chaleur à Saint-Denis qui utilise la chaleur d'un data center, Equinix, pour chauffer un réseau de chaleur. Mais on a aussi d'autres types d'énergie que l'on peut récupérer. On en parlait tout à l'heure, les usines d'incinération d'ordures ménagères, appelées aussi UVE. Et puis on a aussi le traitement de l'eau, avec les stations d'épuration ou directement les canalisations de réseaux d'eau usée. On y reviendra en détail dans un instant. Et enfin, on connaît mieux le solaire thermique. Alors le solaire thermique, je dirais, ça parle de lui-même. On va venir capter la chaleur du soleil pour produire de l'eau chaude. Et ça, on le fait via des panneaux. Alors les citoyens veulent visiblement valoriser certaines sources telles que la géothermie et la chaleur fatale et d'autres sources d'énergie ont moins d'attrait pour elles, pour eux, les citoyens. On va revenir sur la chaleur fatale, Alexis. Vous pouvez redétailler un peu plus. En fait, la chaleur fatale, c'est du bon sens. C'est une chaleur qui devient utile, sinon elle serait perdue. C'est une chaleur qu'on génère par des activités. Ici, en l'occurrence, on l'illustre par l'incinération d'ordures ménagères, sans quoi cette chaleur serait dissipée dans la nature. Et là, on va pouvoir la récupérer pour l'injecter dans des réseaux de chaleur. Quand on parle de la biomasse, les citoyens semblent plus prudents quant à cette source d'énergie durable. Harmonie, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ? Oui, alors on a vu tout à l'heure que la biomasse, c'est l'utilisation de matières organiques par combustion pour produire de l'énergie. Donc dans notre métier, on utilise du bois perdu pour produire de la chaleur. Alors, d'où vient ce bois ? Ce bois ne vient pas de déforestation comme on pourrait le penser. Il est issu de filières de tri et de récupération. Donc, on utilisera du bois issu d'élagage, du bois d'ameublement, de démolition, des résidus de bois, etc. Bref, du bois qui serait tout simplement perdu, mais dans notre cas est valorisé pour produire de la chaleur. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la suite ? Eh bien, la suite, c'est que la biomasse est brûlée dans une chambre de chauffe et au contact de cette chaleur, donc l'eau dans les canalisations atteint des températures qui peuvent aller de 70 à tout de même 180 degrés et cette énergie est envoyée dans un réseau de chaleur urbain. C'est donc une énergie neutre en carbone ? Tout à fait, Dorothée, une énergie neutre en carbone, 100% renouvelable et économique vu que locale. Alors comment est sourcé le bois, Harmonie ? Parce qu'on sait que ça peut être une des préoccupations des citoyens. Tout à fait. Alors le bois est sourcé par des filières spécialisées pour en assurer la qualité à une échelle locale et dans un rayon généralement le plus court possible de la chaufferie de production. On a vu un exemple tout à l'heure, mais un autre exemple, donc à Reims par exemple, Engie Solutions a conçu et exploite depuis 2023 une centrale de valorisation de bois déchets. Donc c'est du bois issu d'ameublement, du bois d'emballage traité, bref du bois qui est tout simplement perdu et revalorisé sur cette centrale de production. Il faut savoir que le réseau du Grand Reims, c'est 3 centrales de production, donc
2 centrales bois, donc bois énergie, et une UVE, donc on parlait tout à l'heure de unité de valorisation de déchets. Et cet ensemble alimente les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de tout de même 20 000 équivalents logements, avec une énergie renouvelable à hauteur de 90%. Bravo. Enfin, la géothermie, Alexis, considérée par nos concitoyens comme une solution plutôt écologique et intéressante, même si certains se demandent comment cela fonctionne, avec une réserve quand même. Qu'en est-il des nappes phréatiques, Alexis? Alors, avant de vous répondre sur les nappes phréatiques, je vais d'abord expliquer comment ça marche. Mais oui. Puisque nos sous-sols regorgent d'eau chaude. Alors, c'est très simple. On va venir forer un puits qui va traverser différentes couches sédimentaires. En fait, ce sont des couches de roches poreuses dans lesquelles circule de l'eau chaude. Et on va venir capter cette eau, transférer uniquement la chaleur et restituer cette eau à sa nappe. Donc on est sur un débit constant et un volume constant d'eau. Pour le sujet des nappes phréatiques, en fait, on n'interfère pas du tout avec ces nappes phréatiques. On va garantir l'intégrité de ce qu'on appelle de l'eau potable quand on réalise ce type de forage. Alors maintenant, la géothermie, il y en a de 2 types. La première, c'est la géothermie dite de surface. On va forer jusqu'à un maximum de 200 mètres. Et là, on aura une eau qui va se situer plutôt entre 15 et 25 degrés, qui va nous permettre de faire à la fois du chaud, mais aussi du frais. Et on a le deuxième type de géothermie, celle dite profonde, où on va forer de 200 mètres à plus de 2000, voire 3000 mètres. Et là, on va venir capter une eau qui sera plutôt aux alentours des 60 à plus de 80 degrés. C'est très clair. Juste une dernière chose, c'est dire qu'il y a énormément d'innovations et on continue d'innover sur cette technologie, notamment à Vélizy dernièrement, où on a fait une première européenne en opérant un forage multidrain. Multidrain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le multidrain? Eh bien, en fait, on va forer et au bout de ce forage, on va réaliser des micro-forages qui vont permettre de capter encore plus de ressources. Il y a 10 ans, on n'aurait pas été capable de sortir un tel projet. Ça ouvre le champ des possibles à encore plus de géothermie dans nos régions. L'innovation est au rendez-vous, on le voit. Et puis un des exemples parlants, c'est le site de Village Nature Harmonie. Tout à fait, Dorothée. Village Nature, eh bien, sachez qu'Engie Solutions a conçu et exploite depuis 2017 une géothermie profonde. La température de l'eau puisée est de 78 degrés tout de même. Et cette installation alimente les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de plus de 900 appartements, 16 hectares d'équipements récréatifs, l'Aqualagon par exemple, qu'on connaît très bien. Donc cet ensemble représente 5000 équivalents logements, alimentés via une énergie renouvelable à hauteur de 99% quand même. Vous avez d'autres exemples en Île-de-France ? Exactement. Nous avons aussi une autre géothermie profonde sur la commune de Champs-sur-Marne. Donc Engie Solutions a conçu et exploite sous sa filiale donc connue Géomarne depuis 2021. Cette installation donc puise une eau à une température de 70 degrés. Donc là encore des très belles températures. Elle alimente les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de 10 000 équivalents logements. Également là, un très beau centre aquatique, le centre aquatique de Paris-Vallée de la Marne, donc c'est plus de 16 000 m². Et cet ensemble est alimenté via une énergie renouvelable à hauteur de 82%. Beau chiffre, bravo, beau score. Après ce panel des différentes sources d'énergie très complet, qu'est-ce qu'on n'a pas encore exploité, Alexis? Est-ce qu'il en reste encore? Il en reste plein, Dorothée. Et vous savez qu'en France, on a des idées. Et on a aussi des start-up. Et ces start-up, on assiste à un véritable bouillonnement de ces start-up, d'intérêt pour cette chaleur renouvelable. Alors, on est en train de travailler, par exemple, sur du stockage thermique intelligent, sur des matériaux auxquels on n'aurait pas encore pensé, par exemple de la silice pour stocker de la chaleur. On va utiliser des biomatériaux. Et puis, on va aussi utiliser de la low-tech. Est-ce que vous savez ce que c'est que la low-tech, Dorothée? Le contraire de la high-tech, j'imagine. Oui, le contraire, c'est-à-dire qu'on va faire mieux avec moins ou un peu équivalent. Et ça, on va travailler sur nos rendements, on va améliorer nos rendements, on va améliorer notre efficacité énergétique. Et tout ça dans le souci d'améliorer notre souveraineté énergétique, notre sécurisation énergétique. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter, et c'est essentiel, mais chez Engie Solutions, on a ce devoir d'accompagner les territoires dans leur transition énergétique, dans leur décarbonation, mais aussi dans leur sobriété énergétique.
Le message est passé. Merci beaucoup Alexis pour cette explication très concrète. Harmonie, on voit bien que le champ des possibles est ouvert. J'imagine que vous en ressentez déjà les effets sur le terrain et sur la filière. Tout à fait, Dorothée. Notre secteur connaît une croissance vraiment impressionnante et je trouve que c'est normal parce que notre métier permet de combattre le réchauffement climatique. Je pense que c'est une chance, c'est extraordinaire de se lever tous les matins, d'avoir un métier qui a du sens et qui permet justement de combattre ce réchauffement climatique. Alexis acquiesce, bien sûr. Évidemment. Alors aujourd'hui, exploiter nos réseaux de chaleur demande un panel de compétences pour atteindre nos objectifs, mais aussi pour la satisfaction de nos clients. Et dans nos équipes, aujourd'hui, nous recherchons régulièrement donc, des profils de techniciens-techniciennes, des commerciaux également, des fonctions support, mais aussi finalement pas mal d'ingénieurs. Des ingénieurs pour nous aider sur la partie efficacité énergétique, pour être plus performants, des ingénieurs sur la partie production, pour gérer notre data, des ingénieurs sur la partie santé, sécurité, qualité, environnement. Bref, nous recherchons un panel de profils. Et finalement, on est aussi, et ça il faut le savoir, on accompagne ceux qui sont à la recherche de nouveaux défis dans leur carrière professionnelle. On est ouvert à la reconversion professionnelle. Sachez que nous avons un parcours maison sur nos métiers de la technique. Donc j'aurais tendance à dire, n'attendez plus, rejoignez-nous. Et pour ceux qui auront la chance de nous rejoindre, je pense que vous verrez que notre quotidien allie beaucoup de collectifs, de la compétence, beaucoup d'innovation, parce qu'on a un monde qui change, un monde qui se transforme et on s'adapte et on a plaisir à s'adapter. On a des quotidiens qui ne se ressemblent pas, et tant mieux. Et finalement, on a aussi beaucoup de victoires qu'on célèbre toujours en collectif. Et tout ça, c'est stimulant, c'est extraordinaire. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie parce que c'est clair, on recrute chez NG Solutions et oui, on recrute un panel de profils. Alors rejoignez-nous pour cette belle aventure. J'en suis certaine que vous avez donné envie, on sent votre fierté, votre engagement. Nous lançons donc un appel à ceux qui nous regardent, à votre entourage également. Vous avez envie de découvrir des nouveaux environnements, vous êtes passionné, vous êtes intéressé par cet univers en mutation. Je suis certaine qu'Harmonie et Alexis vous ont donné envie. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précisions. Réseau de chaleur urbain, thalassothermie, géothermie, chaleur fatale, on y voit plus clair. Mais comment se répartissent ces différentes sources d'énergie sur le territoire et quelles sont les tendances météo de la saison de chauffe? On y répond avec Polo Camejo. Bonjour Polo. Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Vous êtes directeur des affaires publiques d'Engie Solutions, mais pour notre émission aujourd'hui, vous vous transformez en Monsieur Météo. Bravo, on vous remercie pour cet engagement. Alors dites-nous comment se répartissent les sources d'énergie en France. Oui, ces dernières années, les réseaux de chaleur se sont développés partout en France et dans toutes les régions, et ce, en utilisant des sources d'énergie renouvelables, locales et différentes selon les territoires. Par exemple, en Île-de-France, on peut constater que les réseaux de chaleur utilisent de la géothermie. Au sud de la France, proche de la mer, les réseaux de chaleur utilisent de la thalassothermie. Au nord et au sud, les réseaux de chaleur utilisent de la biomasse, autrement dit du bois énergie. Comme on va le voir sur la carte, chez Engie Solutions, nous sommes fiers d'exploiter plus de 160 réseaux de chaleur partout en France. Alors Polo, dites-nous, quelles sont les tendances 2023 de la saison de chauffe? Est-ce que l'hiver a été plus froid ou plus doux que les précédents? Eh bien Dorothée, le plus doux. L'hiver dernier a été le plus chaud enregistré depuis plus de 30 ans. Nous constatons que nos clients poursuivent leurs efforts de sobriété et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Nous avons constaté chez Engie Solutions une baisse de consommation de près de 8% l'hiver dernier. C'est une très bonne nouvelle pour la planète. Cela nous a permis d'économiser près de 153 000 tonnes de CO2 l'hiver dernier. C'est l'équivalent de 153 000 vols Paris-New York. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la planète. Wow. Mais Dorothée, attention,
Quoi ? N'en profite pas pour partir en avion durant les prochaines vacances. D'accord, je vais faire des efforts. Bravo en tout cas. Alors depuis 3 ans environ, on observe un éveil des consciences justement sur ce besoin impératif de faire du renouvelable. Polo, un point sur la météo des sources d'énergie. Quelles sont celles qui disparaissent et celles qui sont plutôt en forte croissance ? Et oui, depuis 3 ans, nous constatons un fort développement de tous nos réseaux de chaleur et de l'usage des sources d'énergie locales, renouvelables. Par exemple, chez Engie Solutions, nous avons raccordé ces 3 dernières années plus de 2000 bâtiments à nos réseaux, en fait. Nous avons constaté du très beau temps partout où nous développions des projets d'énergie renouvelable en France, avec une forte progression. Et par contre, nous avons constaté des orages, des averses parfois très violentes, partout où nous utilisions des sources d'énergie fossiles, à savoir du gaz, du charbon, du fioul, et nous constatons que certaines de ces énergies fossiles sont en voie de disparition. C'est une bonne nouvelle. Et maintenant, si on regarde plus loin, quelles sont les prévisions pour 2035 ? Va-t-il faire beau dans toutes les régions ? Oui, Dorothée, les réseaux sont promis à un fort développement dans les prochaines années. Le savez-vous, d'ici 2035, l'État prévoit de tripler les livraisons de chaleur par les réseaux. Et ce, en ayant encore plus de chaleur renouvelable. En 2035, la chaleur livrée par les réseaux sera renouvelable à plus de 80%. Dorothée, oui, il va faire beau dans le métier des réseaux dans les prochaines années. Ah, bonne nouvelle. Pour terminer ce flash météo, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous rappelle que nous allons avoir 4 minutes de soleil supplémentaires. C'est la Saint-Marc, alors n'oubliez pas de fêter une bonne fête à tous les marques. On salue tous les marques, bravo pour l'éphéméride. Merci beaucoup Polo pour ce point météo. Place maintenant à notre dernière grande séquence de cette émission. Nous allons voir comment faire connaître et adopter les réseaux de chaleur par les citoyens. Ce sont les travaux à chaud. Et Yann Madigou m'a rejointe. Bonjour Yann. Bonjour Dorothée. Vous êtes directeur Grand Territoire Île-de-France pour Engie Solutions. Vous allez partager avec nous un bel exemple. Nous sommes en 2021. La ville de Rueil-Malmaison décide d'alimenter son futur réseau de chaleur en géothermie. Quel était le cahier des charges et les objectifs à atteindre ? Les objectifs à atteindre pour la ville de Rueil-Malmaison. Alors Rueil-Malmaison, je vais resituer Dorothée pour ceux qui ne le savent pas, est une commune dans le nord des Hauts-de-Seine, une commune de 80 000 habitants, une commune importante. Et monsieur le maire et les élus ont souhaité lancer un projet magnifique. Un magnifique projet sur une commune qui n'avait pas de réseau de chaleur en fait jusqu'à présent. Donc c'est quand même un point important, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vécu l'expérience réseau de chaleur et elle a souhaité lancer ce projet à partir d'une géothermie avec un objectif. Alors les objectifs étaient simples, il fallait à minima 65% de taux ENR. Je crois que maintenant, vu toutes les interventions... Énergie renouvelable. Énergie renouvelable, voilà. Absolument. Et à partir de la géothermie, donc une géothermie basse énergie. Donc on descendait chercher de l'énergie géothermale à 1600 mètres sur Rueil. Et on est allé la chercher à 1600 mètres dans la phase de travaux. Les deuxièmes conditions du cahier des charges étaient la vitesse d'exécution du projet. Parce que c'est important de faire la phase travaux, mais il faut aussi, d'ailleurs, au niveau du réseau de chaleur, raccorder l'ensemble des abonnés. Et l'objectif était de raccorder 150 sous-stations, donc 150 abonnés, sur une période de 3 ans. Donc une période en même temps de travaux, mais en même temps une période aussi de développement, donc importante, et qui doit être menée de manière simultanée, de manière contiguë, de manière à ce que quand on développe la géothermie et le réseau associé pour arriver jusqu'au bâtiment, eh bien, les deux phases soient bien coordonnées. Et puis le dernier point, et c'est un point sur lequel les élus ont été extrêmement attentifs, c'est le point de communication auprès des abonnés, évidemment, pour les convaincre sur la solution réseau de chaleur, et puis communication aussi vis-à-vis du chantier, puisque quand on met en place une géothermie au centre de Rueil, on n'est pas en bordure de Rueil, on n'est pas dans une zone d'activité, on est vraiment au centre du Rueil, eh bien, il y a un certain nombre de précautions pour apaiser les nuisances. Quand on développe le réseau de chaleur qui fait 26 km, il y a un certain nombre aussi de précautions à avoir pour faire en sorte que eh bien, les Rueillois et Rueilloises, pendant cette période-là, vivent cette période de travaux de 3 ans de la meilleure des manières.
Alors justement, on va voir comment la ville de Rueil a abordé ce projet, comment a-t-elle réagi face à son ampleur. Nous avons posé la question à la première adjointe à la ville de Rueil-Malmaison, déléguée à l'urbanisme, Madame Monique Bouteille. Et on va voir également de quelle façon la ville a préparé les riverains, vous le disiez, à cet épisode de travaux. On découvre tout de suite sa réponse en images. Nous étions déjà, depuis de nombreuses années, plus de 15 ans, inscrits dans une démarche environnementale. La loi de transition énergétique nous a permis de démarrer des études, des réflexions avec des grands partenaires pour, premièrement, faire les premières études de faisabilité et, deuxièmement, aller beaucoup plus loin jusqu'à pouvoir conclure sur le bien fondé, à la fois financier mais aussi technique, de ce projet ambitieux. Il faut oser imposer et assumer. Aller très loin dans la pédagogie avant, bien sûr, parce que les gens, quand ils découvrent un chantier dont ils n'ont pas entendu parler, avec l'impact du bruit 24 heures sur 24, nous avons fait dès le départ des réunions publiques d'information, par petits groupes, mais aussi des réunions beaucoup plus larges. Et puis nous avons, à travers nos réseaux et sur le site internet de la ville, diffusé un certain nombre de petites plaquettes. Vous voyez, régulièrement, on a tenté d'informer, y compris au niveau des écoliers. Et ensuite, c'est eux qui vont porter vis-à-vis de leurs parents la sécurisation de ce que peut être un projet comme ça, malgré les impacts, malgré les nuisances. Nous avons fait aussi beaucoup de réunions à l'échelle non seulement des bailleurs sociaux pour leur expliquer qu'ils devaient être à nos côtés et que nous voulions savoir avant de nous lancer s'ils étaient partie prenante dans cette aventure, bien sûr avec toute l'équipe de NJ Solutions. Donc il s'agissait d'aller voir des copropriétés qui malheureusement ont des bâtiments anciens, qui ont certainement des consommations disproportionnées par rapport à ce que aujourd'hui nous souhaitons, et les embarquer par une certaine conviction, pas que idéologique, technique, mais surtout financière, bien évidemment, vers ce grand projet. Ça n'a pas été simple. Les élus doivent s'impliquer dans ces démarches, tant sur le terrain que sur la persuasion, pour montrer quelle est notre ambition. Un grand merci à Madame Bouteille pour son témoignage. Si on doit retenir un message essentiel, c'est le plein engagement des élus pour décider et convaincre. Il fallait assumer, nous dit Madame Bouteille. Oui, et Monsieur le maire, Patrick Ollier de la ville de Rueil-Malmaison, Madame Bouteille, première adjointe, et l'ensemble des élus, parce que elle a tout à fait raison, ce sont l'ensemble des élus qui sont concernés par ce projet, qui est un projet de transformation dans une ville qui jusqu'à présent, finalement, avait une énergie à travers de ses chaufferies gaz, quelques chaufferies fuel, peut-être de l'électricité, et là fait un vrai projet de transition énergétique, écologique, important, perturbant, on l'a dit, Madame Bouteille a parlé des travaux, donc il faut vraiment cet engagement-là, et je soulignerai aussi l'engagement des services associés à la ville. Je pense que tous mes collègues qui ont des projets de réseau de chaleur ont aussi sans doute le plaisir de travailler avec des services, les services techniques, les services voirie, urbanisme, qui sont des services experts, qui vont aussi nous aider à développer les réseaux, à comprendre aussi la ville, parce que c'est important de comprendre la ville et de comprendre un peu comment on y travaille et comment on essaye dans cette phase de travaux, de ne pas la perturber de trop et d'arriver en même temps à nos objectifs. Donc c'est un travail assez précis, finalement assez fin, qui est à faire avec les élus et les services de la ville et qui permet d'arriver dans les meilleures conditions aux objectifs fixés par le cahier des charges sur lesquels les équipes d'NJ Solutions ont répondu. Et justement, quand NJ Solutions entre en action, comment aborde-t-on un tel projet ? On l'aborde le mieux possible, Dorothée. J'imagine, évidemment. on fait confiance. Alors évidemment, ça commence par, vous l'avez dit, le projet a démarré en 2021, mais la réflexion a été un petit peu plus tôt. Elle a démarré en 2019. Les élus et les services ont lancé une consultation. Donc dans le cadre d'une délégation de service public, donc on est dans un service public et NJ Solutions a eu le plaisir d'être lauréat de ce marché avec un travail de réponse au cahier des charges, on l'a vu tout à l'heure, avec des solutions qui ont été proposées. Alors on a parlé de la géothermie, nous avions proposé nous une solution aussi dans laquelle on rajoute un petit peu d'autres énergies, puisqu'on avait le plaisir d'avoir un autre réseau de chaleur l'autre côté de la Seine. Il faut regarder un petit peu le territoire. Quand on est dans le réseau de chaleur, il faut être un petit peu opportuniste.
et ça s'appelle Crystal Eco-Chaleur. C'est un réseau qui transporte une énergie à partir d'incinération du IOM, et donc on va livrer un petit peu d'énergie sur le pont de Chatou, sur Rueil, pour compléter le bouquet énergétique finalement renouvelable de Rueil Énergie, puisque la filiale s'appelle Rueil Énergie. On a quelques images, vous voyez, des travaux. Tout à fait. Alors la phase de travaux, la phase opérationnelle, elle est impressionnante. Ce qu'il faut voir autour de ce chantier-là, c'est qu'on a des copropriétés, bailleurs et une école dans le quartier, donc il y a évidemment un soin important. Le mur blanc que vous voyez, c'est un mur acoustique, puisque le forage a des qualités évidemment, mais il a une phase un peu difficile, c'est sa phase de chantier. Pendant 5 à 6 mois, il va y avoir une tour d'une 50aine de mètres qui va forer, qui va aller chercher l'énergie, et cette tour-là va fonctionner 24 heures sur 24. La nuisance qu'évoquait Madame Bouteille, c'était ça tout à l'heure. Donc c'était des bottes de foin, on a vu, c'est ça ? Ce sont des bottes de foin avec un isolant autour, et ça permet de limiter l'impact sonore sur les habitations. Ça ne l'empêche pas, ça la limite. Et nous avons travaillé aussi sur un autre aspect, parce que j'ai dit que c'était 24 heures sur 24, aussi sur l'éclairage, pour éviter que cet éclairage, puisque le chantier en 24-24, ça veut dire qu'il y avait des techniciens, des ouvriers qui travaillaient en 24 heures sur 24, l'éclairage n'embête trop les copropriétés notamment. Voilà. Alors le chantier est maintenant en phase finale. Comment la ville a-t-elle géré cette phase de travaux ? Quels sont aujourd'hui les bénéfices pour Rueil-Malmaison, et quelle vision Madame Bouteille a-t-elle de cet accompagnement d'Engie Solutions ? On écoute sa réponse. Quand vous habitez une copropriété, vous avez un abonnement gaz, vous avez un abonnement à l'eau, vous avez un abonnement à l'électricité, etc. Vous le connaissez plus ou moins, bien évidemment, mais il y a aussi des factures d'entretien de ces équipements. Or là, la proposition que nous faisons avec un réseau de chauffage urbain, c'est un package complet. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de facture d'entretien sur le réseau, mais peut-être une moindre facture d'entretien dans le bâtiment, dans l'équipement secondaire. Il y a non seulement des avantages financiers, mais aussi des avantages d'organisation, de suivi. Et puis, à terme, il y a la valorisation du patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, avec les DPE obligatoires, avec la recherche de plus pour valoriser sa copropriété, eh bien, nous nous apercevons qu'effectivement, le fait d'être accordé à un réseau de chauffage ambitieux et qui apporte une stabilité des prix, c'est un avantage pour la revente, pour l'image de la dynamique de cette copropriété. Il faut montrer la fierté que l'on a en tant que commune de s'inscrire dans un projet ambitieux pour notre planète, pour le devenir de la vie de nos enfants, de nos jeunes, qui ont une préoccupation tout à fait légitime du devenir de la planète, de leur qualité de vie, même à l'échelle de notre commune, et leur montrer que c'est pas simplement des interdictions ou des améliorations, mais c'est tout un nouveau style de vie qu'ils auront peut-être à appliquer, que nous initions et que nous les accompagnons pour le faire. On doit être fiers d'avoir pu, à travers ce réseau, déjà apporter à plus de 8000 équivalents logements des économies, un fonctionnement avec quelques ajustements à faire, qui est vertueux, et un avenir qui va promettre de rester une ville engagée dans l'ambition environnementale. On a bien vu, il s'agit d'une belle transformation pour la ville. Comment s'est passé votre accompagnement ? L'accompagnement s'est passé avec l'ensemble des forces d'Engie Solutions, et je tiens au passage, Dorothée, à les saluer. Saluer les équipes commerciales, techniques, travaux, juridique, communication, toute une somme d'équipes de ma région, mais aussi du siège qui nous a aidés, parce qu'on n'est pas de trop pour répondre au cahier des charges et pour, je dirais, battre la mesure sur ces 3 ans de projet et pour arriver aux objectifs fixés. Je soulignerai un point qui n'était pas forcément un point que l'on connaissait en Ile-de-France, c'est le sujet de la médiation des travaux. Voilà, ce sujet de médiation de travaux, qui est d'ailleurs, comme quoi on partage aussi entre réseaux, qui était d'ailleurs une initiative de mes collègues de Nantes et de Pau. Nous l'avons finalement amené en Ile-de-France, et ça consiste à avoir un collaborateur, et c'est une collaborateur qui, ensuite, ça a été une collaboratrice, qui fait l'interface finalement entre l'équipe travaux et les usagers, les abonnés. Parce que, on l'a dit, c'est un projet de transformation. Les Rueillois se posaient donc beaucoup de questions.
le réseau passe dans ma rue, qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, je suis pharmacien, comment je vais avoir des médicaments qui vont être livrés alors que le réseau me coupe la rue, comment la sortie d'école, la sortie d'une copro en voiture, comment je fais, etc. Voilà. Donc il y a plein de petites questions que j'appelle de la bobologie, mais qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que plutôt que la question arrive finalement à la mairie, dans le bureau de monsieur le maire, en disant comment on va faire, on a souhaité mettre en place une médiation de travaux, une interface finalement, une intelligence, j'ai envie de dire, qui permet de répondre et d'apporter des solutions à chacun et chacune pour qu'on vive mieux cette période-là et de manière la plus apaisée possible. Voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et moi, je suis tellement fan de ce sujet-là que dans des futurs projets, eh bien, on va continuer à le mettre en place. La médiation est adoptée, donc. La médiation est adoptée, absolument. Alors, dans la vidéo, Madame Bouteille insiste beaucoup sur la simplification du fonctionnement grâce à la mise en place d'un réseau de chaleur, mais aussi sur la valorisation du patrimoine. C'est un point important, ça. Oui, alors là, elle aborde un sujet, puisque dans le panel des abonnés, des 150 abonnés que nous avons notamment un panel important de copropriété. Qui dit copropriété dit propriétaire, qui dit propriétaire dit j'ai un bien, j'ai acheté un bien. Et on se pose la question toujours de se dire ce bien-là, quand je le revends, est-ce que je le revends à un bon prix ou pas, quoi, voilà. Et il se trouve que le raccordement d'une copro sur un réseau de chaleur, et un réseau de chaleur vertueux, puisque finalement, nous arrivons à 68% de taux ENR dans ce réseau-là, est un atout. Est un atout parce que finalement, la fameuse étiquette énergétique que l'on connaît, qui va de A à G, dans laquelle on dit qu'on est plutôt bien positionné en termes de consommation énergétique, ou on est plutôt une passoire thermique, eh bien, grâce au raccordement au réseau, dans le cadre d'un diagnostic de performance énergie, on peut gagner 2-3 crans. Ouais. Et 2-3 crans, moi, je ne suis pas un spécialiste d'achat immobilier, mais quand je discute avec des spécialistes qui sont syndics ou qui sont les offices notariés, eh bien, ils nous disent que ça a forcément une valeur supplémentaire. Et donc, c'est un point plus, finalement, au raccordement des réseaux et à la valeur des patrimoines. Alors, concernant l'impact économique, on voit bien qu'il existe chez les citoyens également une inquiétude sur le prix. Cette fois, je cite des commentaires de la concertation citoyenne. Le système est trop rigide, les gens ne veulent pas être raccordés, ils ont peur de se faire rouler. Les économies sont-elles réelles, Yann? Qui paie pour qui, finalement? Alors oui, les économies sont réelles, mais je vais répondre aux deux points, parce que là-dedans, il y a rigide et je vais me faire rouler. Sur le rigide, oui, nous sommes dans une délégation de service public, donc il y a des règles de délégation, il y a une tarification qui est connue, quel que soit l'abonné, c'est le principe d'une délégation, c'est que le tarif est unique, donc il y a une redevance R1 au compteur et une redevance R2 sur la partie plutôt fixe et investissement. Bon, celle-là, elle est connue. Il y a un droit de raccordement. Tout ceci est clair. Après, il y a des dispositions sur les consommations, les puissances associées, etc. Donc, il y a quand même une modulation autour de ça. Mais dans le cadre d'une délégation de service public, oui, il y a un cadre, puisque je réponds finalement à un service public comme d'autres services publics de la collectivité. Après... Est-ce qu'on se fait rouler? Non, on ne se fait pas rouler. Moi, j'ai un point d'observation. On en a parlé au début du live avec Yann. La FEDEN, il y a des études, des analyses qui sont faites entre réseaux. Enfin, je ne peux pas dire mieux que les analyses qui sont faites, ou par des associations comme Amorce, qui comparent finalement une solution gaz ELEC à des solutions réseau vertueux. Bon, quand on compare et qu'on regarde les analyses sur 21 et 22, on voit bien que pour l'usager, pour l'abonné, le comparatif est plutôt bon sur les réseaux. Et il n'est pas bon que sur une année, il est bon dans le temps, puisque l'un des points intéressants, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que quand on a une énergie ENR de géothermie, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'effet volatilité, comme on a pu le voir par exemple en 2022 sur le prix du gaz, où ça a été quand même un peu anxiogène. Donc il n'y a pas ces effets-là. Donc on sait qu'à partir du moment où on tient l'écart par rapport à d'autres situations, on va le maintenir dans le temps. Donc ça, c'est un point important. Et je voulais souligner un autre point, et ça c'est la fiscalité qui nous le dit, quand on est sur un réseau comme celui de RE Énergie, on a une TVA à 5,5 sur la part R2, mais on a aussi une TVA à 5,5 sur le R1, ce qui n'est pas le cas de toutes les énergies. C'est-à-dire qu'on bénéficie finalement d'une TVA réduite. Et en TTC, si je reprends mon exemple des copros, les copros payants en TTC, pour eux, c'est extrêmement intéressant. Donc, par rapport à 20%, on gagne tout de suite 15% sur la tarification.
Un autre sujet soulevé par les citoyens, c'est la nature des logements et des espaces concernés par les réseaux de chaleur urbains. Par exemple, les villages peuvent-ils être raccordés? Est-ce applicable partout? On peut tout faire en technique. On peut raccorder, oui, un village. Après, ce sont des investissements importants, un réseau de chaleur. Si sur un village, aussi magnifique qu'il soit, et moi j'aime beaucoup les villages, si je raccorde 4 ou 5 bâtiments avec un investissement important, vraisemblablement, la répartition de mon investissement au travers de mon R2 sur les 4 ou 5 bâtiments va être assez lourde. Et donc, le plaisir d'avoir un réseau sera certain, mais le coût, finalement, à l'arrivée, sera peut-être un peu difficile. Voilà. Donc, il y a forcément un effet d'échelle, un effet de calcul qui fait que quand l'entité est un peu trop petite, c'est un peu difficile. Par contre, ce qui peut être fait, et c'est l'une des solutions que l'on a chez NJ Solutions, et moi j'en ai dans ma région, c'est par exemple, plusieurs villages permettent d'atteindre la bonne taille critique. Là, donc on peut travailler aussi à plusieurs collectivités ou petites collectivités pour arriver à la taille critique qui permet de porter un projet. Ou l'autre idée qu'il peut y avoir, parce qu'on a des idées chez NJ Solutions sur les réseaux de chaleur, on le voit bien dans cette dynamique, c'est l'interconnexion. C'est-à-dire qu'une ville a un réseau, a une capacité à fournir de l'énergie supplémentaire, peut éventuellement, par export, donner de l'énergie à son voisin qui n'a pas de réseau, mais qui a peut-être un besoin dans le cadre d'un projet de transition énergétique écologique. Voilà. Donc on peut tout faire. On peut faire beaucoup de choses. Il y a des solutions pour tout. Yann, sur un chantier de cette envergure, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Moi, je dirais, les leçons que je tire, ce projet, on l'a dit tout à l'heure, c'est un collectif. C'est un collectif d'NJ Solutions, mais c'est un collectif aussi avec le client. Rueil Énergie et la ville du Rueil, on a bien travaillé depuis 3 ans et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à nos objectifs. Et moi, je crois beaucoup à cet effet solidarité qu'il peut y avoir entre le client et son prestataire pour arriver à ça. Donc ça c'est un point important. Et puis, le dernier point, c'est que quand on travaille sur des projets aussi intéressants auprès des équipes, aussi formateurs, aussi auprès de tous nos jeunes ingénieurs qui travaillent avec nous, moi, tous les jours, moi j'ai une grande fierté. Voilà, et je crois que mes collaborateurs ont aussi une grande fierté à bosser sur ce type de dossier et à apporter quelque chose à la collectivité parce que, un exemple simple, Dorothée, on fait, par rapport à des solutions passées, 21 000 tonnes de gains de CO2 par an. Multiplié par 25 ans de délégation, ça fait 500 000 tonnes. C'est pas mal. Il y a de quoi être fier. Merci beaucoup Yann Madigou pour votre éclairage très concret. Nous arrivons au terme bientôt de notre émission. Nous avons mieux compris ce que sont les réseaux de chaleur, en quoi ils sont une solution nécessaire au réchauffement climatique tout en diminuant les dépenses des citoyens. C'est le moment maintenant de conclure. C'est le mot de la fin avec Yann Rolland. Yann, nous venons de passer 90 minutes ensemble. Qu'en retenez-vous et quel dernier message souhaitiez-vous adresser aux spectateurs qui nous suivent en direct et on les remercie? Écoutez Dorothée, moi je reviens sur le bateau avec le sourire. J'avais dit aux équipes en début d'année, j'en avais assez. Et je le dis poliment, j'en avais vraiment assez que finalement ces réseaux de chaleur, qui sont quand même la solution locale idéale, c'est plus vert, c'est de l'énergie qui est tout près de chez nous, elle vient pas de loin. Et puis on ne nous connaît pas, c'est incroyable cette affaire. J'aurais dit faites quelque chose. Voilà. Eh bien, gageons que cette émission-là, voilà, elle y contribue et que demain, on parle un peu plus de nous, qu'on nous connaisse mieux. Voilà, c'est du positif tout ça. Ça, c'est vraiment le premier message que j'avais envie de vous délivrer. Le second, et je vais un peu paraphraser Harmonie, elle a très bien dit tout à l'heure, on fait quand même un beau métier. Il faut le rappeler. C'est une belle énergie qu'on amène aux Français, c'est une énergie décarbonée. Ça va aider, contribuer à ce que la France atteigne la neutralité carbone en 2050. C'est quand même un beau métier, c'est un beau métier qui œuvre pour la planète. Voilà. J'ai envie de partager un petit message d'optimisme. Ça donne du sens.
du sens pour tous ceux qui cherchent du sens dans le métier qu'ils ont envie de faire demain. Et comme l'a dit Harmonie, surtout, s'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils viennent chez nous. Il y a du boulot, il y en a beaucoup, puisqu'on a un potentiel de croissance important. Et puis j'ai envie de dire merci. Merci aux équipes qui ont organisé cette belle séquence télé, hein, c'est pas courant. Merci aussi à ceux qui ont participé, parce que c'est un vrai métier, la télé. Donc être sur un plateau télé, c'est pas facile de répondre aux questions. Ils s'en sont très bien sortis. Voilà, tout à fait. Mais merci à eux, en tout cas, c'était une belle expérience. Et puis merci à nos équipes, et je m'adresse à elles tout particulièrement, dans nos bureaux ou sur le terrain, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour répondre aux attentes de nos clients. Alors, merci à toutes et tous pour votre boulot du quotidien. Vous œuvrez pour la planète et la satisfaction de nos clients. Moi, j'en suis très fier. Un grand merci, Yann Rolland, pour ce très beau message de conclusion. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Nous espérons aussi avoir répondu à un maximum de vos questions. Pour ma part, ce fut un vrai plaisir de vous accompagner. Merci également à toute l'équipe technique en régie. Et maintenant, je laisse justement la parole à Alimatou, qui est en régie. C'est à vous, Alimatou. Merci Dorothée. Je vous embarque avec moi. Nous allons glisser, pas sous le vin, mais dans les coulisses de l'émission télé. Suivez-moi. Messieurs, dames de la régie, bonjour. Mais déjà, bravo, vous avez fait un super travail. Et puis, je vous annonce que l'interro surprise n'est pas terminée. Des volontaires? C'est d'un calme. Eh bien, si pas de volontaires, nous allons la faire à l'ancienne. Amstram, gram, piqué, piqué. Ah bah ce sera vous. Magnéto Serge. Bonjour. Maintenant que l'émission est terminée, pouvez-vous dire que vous avez tout compris des réseaux de chaleur? J'ai absolument tout compris, c'était très clair. Et j'ai compris que c'était très chaud aussi. La température est montée au max, vous l'avez compris. Du coup, c'est génial. On peut officiellement déclarer cette émission finie. C'est donc la fin. C'est dans la boîte.